Le salut dans la lutte contre le terrorisme au Sahel passe-t-il par des actions conjointes des armées des pays de la zone? À la lumière du récent communiqué conjoint du Niger et du Burkina Faso, on est tenté de répondre par l'affirmative. Une centaine de djihadistes auraient ainsi été neutralisés pour le seul mois de juin. En effet, les attaques attribuées aux groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda font quasi quotidiennement des morts dans la région, ainsi que des centaines de milliers de déplacés fuyant leur foyer au Niger. Les autorités ont décidé, par exemple, de la fermeture d'un site abritant depuis 2013 des milliers de réfugiés maliens dans l'Ouest. Un endroit devenu, de l'aveu du président Mohamed Bazoum, une grande plateforme de l'insécurité. Quel est l'état des lieux actuel de la situation sécuritaire au Niger? Sur quel levier actionner pour endiguer, sinon réduire les attaques? La paix et la sécurité que demande la population ne passe-t-elle pas aussi par des actions politiques? Quelle est la responsabilité de la classe politique nigérienne actuelle? En effet, depuis la dernière élection qui a vu la victoire de Mohamed Bazoum, l'opposition continue de contester ce scrutin. Une requête a été déposée il y a quelques jours devant la Cour de justice de la CEDEAO. Niger, insécurité face au péril djihadiste, des solutions politiques. La question sera posée à nos invités du jour. Thème de l'émission. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Seydou Kaoussen Maïga, bonjour. Bonjour, M. Joannès, bonjour, CKTV. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout, un cadre d'action donc composé de mouvements et de partis politiques engagés pour le compte de l'opposition politique au Niger. Face à vous, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Avec vous aujourd'hui, une lecture neutre de la situation sociopolitique et sécuritaire au Niger. C'est assez rare pour être souligné. Les forces de défense et de sécurité du Niger et du Faso revendiquent une opération conjointe ayant permis de neutraliser plus d'une centaine de terroristes. Une bonne nouvelle, forcément. Souleymane Hamzat. Une très bonne nouvelle que nous saluons du haut de notre position. Nous souhaiterons qu'il en soit davantage, surtout dans une méthodologie de coordination sous-régionale, que cela ne s'arrête pas qu'au Burkina et au Niger, mais que cela soit élargi à un cadre géomilitaire et politique plus important, de manière à pouvoir concilier le mal. Alors, Seydou Kaoussen Maïga, voir les armées ensemble pour combattre le terrorisme, c'est l'une des solutions, selon vous, pour vaincre cette nébuleuse? Oui, merci, M. Joannès. Bonjour, M. Hamzat. Oui, c'est une des solutions parce que dans tous les cas, cette solution, normalement, devrait avoir été mise en œuvre depuis des années. Lorsque Barkhane, d'abord Serval, l'ancêtre de Barkhane, s'est déployé au Mali, et toutes les années, on envoyait des contingents. Le Niger a envoyé 2000 hommes, le Burkina en a envoyé peut-être un peu moins. Le Mali en avait déjà. Tous les pays, en tout cas, en ont envoyé. Donc, ces opérations conjointes n'ont jamais cessé depuis 2013. On est surpris de voir aujourd'hui qu'on nous dise que c'est une des opérations conjointes qui a eu du succès et ça devrait avoir eu lieu depuis longtemps. Donc, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et puis, d'ailleurs, à mon avis, il est évident que la France a participé à cette opération parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que les forces armées nigériennes, les FAN et les forces burkinabées vont aller jusqu'à la zone des 3 frontières faire des opérations et puis laisser les zones plus en arrière insécurisées. Ça n'a pas de sens, c'est un peu contradictoire. À mon avis, c'est une sorte de doigt d'honneur que la force Barkhane, qui s'est baptisée Tokuba, est en train de faire aux forces maliennes pour dire que voilà, nous sommes avec le Niger et le Burkina, on arrive à faire des choses. Si vous n'êtes pas avec nous, vous allez perdre la bataille de la sécurité.
Alors, le bilan non exhaustif de l'opération parle de plus de 100 terroristes neutralisés. On parle d'armement, que ce soit des armes de guerre et des fusils de chasse récupérés ou détruits. On parle aussi de moyens roulants détruits, une centaine de motos et des véhicules, selon le communiqué conjoint des armées burkinabé et nigériens. Souleymane Namzat, forcément, un bon point de prix pour ces armées-là. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, gagner même une petite guerre contre le terrorisme, pour nous, c'est une grande victoire. Et récupérer autant de matériel pour certains qui sont détruits, ça fait un peu mal, parce que nos armées ont déjà beaucoup de mal à s'équiper, n'est-ce pas? Et le matériel nous l'avons noté dans le cadre du Mali plusieurs fois, que le matériel qui est récupéré est souvent détruit. Il faudra plutôt le réinsérer au niveau des forces pour que cela soit utilisé à bon escient. Je pense aussi que il faut, à l'évidence, n'est-ce pas, que les armées africaines, et partant nos dirigeants militaires, puissent inculquer, imposer à nos dirigeants politiques, n'est-ce pas, cette coordination-là au niveau de la lutte contre le terrorisme. Oui, le Ghana s'est déporté aux côtés du Burkina. Il y a eu des échanges entre le président ghanéen, et ça c'est sur le plan politique, entre le président ghanéen et le président burkinabé. Et je pense que c'est les résultats issus de ces entretiens qui sont en train de donner déjà ces résultats que nous voyons là. Quoique, bon, le Niger est face disons, à une nébuleuse qui ne dit pas encore son nom. Quand vous voyez la nébuleuse, elle s'incruste un peu plus, parce que là, elle vient déjà frapper sur la capitale, en l'occurrence sur le domicile du président de l'Assemblée nationale, et faire une victime. C'est dire que le Niger devait mettre bouchée double, n'est-ce pas? Et renforcer d'abord la sécurité intérieure, partant de la police et la gendarmerie, et mettre l'armée en alerte au cas où le territoire était attaqué, comme on le voit d'habitude, et prendre toutes les dispositions, mais tout ceci dans un ensemble dans une certaine coordination, une coordination sous-régionale au niveau du renseignement, au niveau des actions à mener au niveau de la sécurité intérieure de chaque État, et éventuellement aussi au niveau d'une coordination sous-régionale au plan militaire. Donc une victoire dans le terrorisme, elle est toujours à saluer. Voilà qui est clair. Alors, Seydou Kaoussé Maïga, nous sommes des pays pauvres et notre avenir, c'est de pouvoir mutualiser nos maigres moyens. Ainsi, on aura beaucoup plus de résultats. C'est ce qui a été fait et nous comptons ne pas nous en arrêter en si bon chemin. Propos du chef d'état-major de l'armée burkinabé, le général Moïse Minougou. Un commentaire? Oui, moi, j'aurais voulu qu'il se réserve, qu'il ne parle pas de pauvreté de nos pays parce que qu'il s'agit du Niger, du Burkina et du Mali, ces trois pays, pour n'expliquer cela, les plus grands scandales financiers qui ont eu lieu les 5 dernières années, c'est dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le cas du Niger, avec 1700 milliards détournés et en toute impunité, sans aucun procès et sans aucune arrestation et illustratif. C'est-à-dire que certes, on est des pays pauvres. Le cas du Niger, par exemple, c'est le pays le plus pauvre au monde, on va dire, selon l'indice IDH des Nations Unies. Cela n'a pas empêché que ce ministère de l'Intérieur ou ce ministère de la Défense du pays du Niger soit vraiment une sorte de caverne d'Ali Baba où chaque ministre, les ministres qui se succèdent, viennent donc se servir. Donc, je vous donne le cas tout à fait, effectivement, de ces 1700 milliards, le scandale du MDN Gate au Niger, et qui n'a pas eu de suite. Alors, récemment au Niger, il faut se rappeler aussi qu'il y a moins d'une semaine, il semblerait qu'il y ait un marché de 30 millions de dollars pour l'achat d'un aéronef a été annulé par Bazoum, et cette commande a été passée par Issoufou. Alors, Bazoum est en train de faire une opération de charme pour montrer que tout le vol des deniers publics qu'a opéré Issoufou pendant 10 ans, lui, il ne partage pas cela. Et pourtant, sa promesse électorale,
c'est fondé sur la continuité. Maintenant, il veut faire une rupture, mais c'est difficile parce que les Nigériens n'y croient pas. Donc, que le chef d'état-major du Burkina dise que nous sommes des pays pauvres et qu'il faut qu'on aille plus loin, c'est bien, c'est bien beau, mais ça reste que des mots. Nous sommes des pays pauvres, mais quand il s'agit d'investir dans la sécurité, dans l'achat de matériel vétustes pour les amener à nos forces de défense et de sécurité, nous sommes champions. Quand il s'agit d'investir 100 milliards dans ces pays-là, pour qu'au bout du compte, que 2 ou 3 milliards soient les vrais moyens qui sont mis à disposition de l'armée, nous sommes champions. Donc, je pense que c'est paradoxal, c'est quelque chose de contradictoire. On ne sommes pas pauvres. Et d'ailleurs, quand on regarde les communiqués de toutes ces armées-là, chaque fois qu'il y a des attaques des djihadistes, ils disent des djihadistes lourdement armés. Et quand on voit qu'ils ont récupéré du matériel sur ces djihadistes, on voit des vieilles armes, des lance-roquettes vétustes. On se demande entre les communiqués et ce qui est réel, ce qui est faux. Si c'est faux, il n'y a pas de djihadistes lourdement armés. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut être lourdement armé quand on est en moto? C'est pour ça que moi je dis, il faut que les expériences qui sont en train d'être menées dans certaines régions, notamment au Niger il y a 2 ans, dans la région d'Agadez, au nord du Niger, et le gouverneur de la région d'Agadez, M. Sadou Soulekié, avait, avec les forces de défense et de sécurité, mis en place une stratégie qui consistait à ce que les forces de défense et de sécurité se déplacent en moto, des motocross un peu adaptés à la région. Et ça a pratiquement, j'ai dit pratiquement, mis fin au banditisme, même s'il y a des résidus dans certains endroits. Donc, ça a eu un succès, mais ça a été stoppé. Pourquoi, on ne sait pas. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui se passent, il y a des expériences qui sont menées, mais chaque fois qu'elles ont du succès, juste après, on met fin à cela. Comme si on veut que le djihadisme prolifère pour continuer encore à pomper dans les ressources nationales pour détourner de l'argent. Donc, je vous donne le cas du Niger, comme tout à l'heure je l'ai cité. Donc, à mon avis, il ne faut pas que ces armées distraient le peuple. Il faut que ces armées travaillent, certes en collaboration, mais il ne faut pas aller dans la zone des 3 frontières pour en faire une sorte de poudrière, mais derrière laisser des zones, des poches de sécurité, comme le cas de ces 19 civils qui ont été assassinés à Tondikwindi. Donc, vraiment, il faut sécuriser les villages. La zone des 3 frontières, certes, elle est stratégique, elle est importante, mais les villages, des zones d'occupation et de peuplement doivent être avant tout sécurisés parce qu'aujourd'hui, même la circulation des biens et des personnes est impossible. Regardez les 2 Chinois qui ont été enlevés vers la Sirba, n'est-ce pas, dans la région de la Sirba, n'est-ce pas, à Mbanga. C'est incroyable ce qui se passe au Niger. Voilà, vous préconisez une solution d'ensemble plutôt que on va dire, de se concentrer sur la zone des 3 frontières. Mais sur le Mlamzat, la zone des 3 frontières est une zone stratégique aussi. C'est une zone qu'on peut comprendre, qui occupe, on va dire, comme priorité les armées de la région. Exact, puisque c'est même le socle, disons, c'est la base même du djihadisme en son terme, en Afrique de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le feu maréchal du Tchad, le feu maréchal Idriss Déby Itno avait concentré les forces. Vous vous souvenez qu'il avait envoyé 1200 de ses hommes dans cette zone-là, ne serait-ce que pour combattre le terrorisme. Mais le problème, c'est que Barkhane joue toujours en solitaire. Et cela pose des problèmes au niveau de la coordination et de l'organisation des forces sur le terrain. Nous nous rendons compte aussi que, bon, il n'y a pas une motivation de certains pays qui pensent que, bon, le Tchad a fini le maximum de contingents, pouvait se croiser les bras et attendre que, bon, les choses se fassent. Il faut un engagement non seulement politique, il faut qu'il soit aussi un engagement déterminant au niveau des moyens, je veux parler des moyens d'action et financiers et de la logistique, et que des résolutions vraiment correctes au plan militaire dans un consensus, n'est-ce pas, des différents états-majors soient imprimées en feuille de route pour permettre, n'est-ce pas, de cibler et de combattre le terrorisme dans les règles de l'art.
Mais il s'avère que, bon, on va dans tous les sens, et qu'au niveau politique, il y a des décaissements en tout genre, comme vient de le citer mon co-débatteur, à des fins que nous ignorons, n'est-ce pas? Nous mettons à la tête de nos États, malheureusement, des gens qui ne se reconnaissent pas comme étant des serviteurs du peuple, mais des serviteurs d'eux-mêmes. Et cela pose des problèmes énormes, n'est-ce pas, dans la méthode de gouvernance. Vous voyez, on a ce souci-là constant de savoir que nos fonds ne sont pas utilisés dans les règles de l'art. Et mieux, les hommes qui sont envoyés, nos frères, nos parents, qui sont envoyés au front pour combattre le terrorisme islamisant, sont des gens qui manquent, n'est-ce pas, de moyens d'action, qui manquent de tout, n'est-ce pas? Et je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur un point très important. Le matériel qui est récupéré sur le champ de guerre, comme l'a dit mon co-débatteur, on retrouve des lance-roquettes qui sont complètement amorties, des armes qui ne servent pratiquement plus à rien. Mais en réalité, comme je l'ai dit, je l'ai souvent dit, le terrorisme, c'est un business qui ne dit pas son nom. Il semble, à mon avis, que les armes récupérées sur ces champs de bataille soient recyclées et revendues à des fins que nous ne disons pas ici. C'est un constat que nous avons fait parce que j'ai eu à contacter un certain nombre de pays, des personnalités au niveau de un certain nombre de pays attaqués par le djihadisme pour savoir ce qui est fait du matériel de guerre qui est récupéré. Bon, je me suis d'abord rendu compte qu'à l'instar, en dehors de quelques pays, il y a normalement au niveau de la direction des armées, une direction qu'on appelle la DAMO, la direction armement, munitions et optique, qui récupère le matériel, même le matériel de la grande criminalité est récupéré, recyclé, et si c'est du matériel encore en poigne, on peut toujours le reclasser sous un programme bien déterminé et le réinsérer, quitte aux forces d'en avoir utilisation. Mais il se fait que de nos jours, le matériel est pris, on fait un recyclage sur le terrain de combat, on ne sait pas qui est chargé de convoyer ce matériel-là sur la capitale. Et c'est exactement le même scénario quand il s'agit des reprises de stupéfiants, je veux dire la drogue et tout ce qui s'en sort. On ne sait jamais là où ça passe. Donc, il y a un problème au niveau politique, n'est-ce pas, une gestion efficiente qui doit être faite du matériel retiré sur le champ de guerre pour que cela puisse servir à nos armées qui ont un matériel à peu près défaillant, sachant que les terroristes sont plus armés parfois que nos propres militaires. Alors, depuis 2015, on sait que le Niger paye un lourd tribut avec des attaques attribuées aux groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et Al-Qaïda. Les morts aussi bien du côté des populations que des soldats se comptent par centaines. Aussi faut-il compter des centaines de milliers de déplacés fuyant leur foyer et qui se retrouvent dans des camps de réfugiés. Un de ces camps a été fermé et serait une véritable plateforme de l'insécurité, à en croire le président Mohamed Bazoum. Seydou Kaoussen Maïga. Oui, il y a un de ces camps de réfugiés qui semble avoir été un foyer dans lequel certains civils s'infiltraient et donc prenaient l'occasion d'aller agir et de revenir se réfugier. Bon, vous savez, ce n'est pas dans un camp de réfugiés qui va se dérouler l'organisation militaire de l'État islamique ou d'un groupe quel qu'il soit djihadiste. C'est vrai qu'il y aura des individus isolés qui vont poser des actes comme ça, ou bien ces groupes armés non étatiques vont recruter dans ces camps de réfugiés. Mais un camp de réfugiés, après 5 ans, 6 ans, 7 ans, à quoi est-ce qu'il sert si ce n'est pas du business là aussi? Parce que ces réfugiés maliens ont été déplacés depuis le premier affrontement de 2012 entre l'armée malienne et les groupes armés de la CMA et des groupes armés djihadistes. Depuis, on peut ou les réinstaller dans leur zone d'origine, ou bien trouver une autre solution. Mais on ne peut pas, pendant une dizaine d'années, garder un camp militaire et dire qu'il ne sera pas, ses frontières
matériels, l'aiguillage qu'on met ou le mur pour certains camps ne seront pas pour eux parce que simplement les gens vont, ils viennent. D'ailleurs, le camp de réfugiés, vous savez que les populations, les civils ont le droit de sortir et de revenir. Donc à partir de là, dès qu'on sort, on est en contact avec les belligérants, que ce soit l'armée qui va vous prendre pour cible ou les djihadistes qui vont essayer de vous recruter. Toute la problématique est là. Parce que les groupes djihadistes, ils recrutent. Mais pourquoi ils recrutent? C'est parce que l'État a une chose est absente sur le terrain. L'État a déserté. Les militaires nigériens, sur décision politique, ont déserté ces zones-là. Donc, du coup, ceux qui les occupent, c'est ou les pasteurs ou les nomades qui passent de temps en temps, ou les djihadistes. Et quand par malheur, un civil tombe sur l'armée va le prendre pour un djihadiste et peut le tirer sur lui. Il est une cible. Si, par malheur aussi, il tombe sur un groupe djihadiste, ils peuvent le tuer ou le recruter. Donc, les civils sont pris en étau. Parce que tout simplement, la stratégie elle est mauvaise. Le problème, M. Johannes, et comme l'a dit mon collaborateur, M. Hamdok, que je rejoins, est sur une organisation globale. C'est-à-dire que nous sommes face à des États qui ont démissionné devant leur mission régalienne. On ne peut pas dire au Niger, au Mali, au Burkina, n'est-ce pas, que dans un village ou dans une zone, on évacue le camp militaire et qu'on organise des patrouilles. Toute la problématique est là. Quand M. Hamzat parle de détournement au sein des DAMO, des états-majors, là, n'est-ce pas, c'est ça là aussi l'un des problèmes. Il y a un détournement massif et à la tête de tous ces ministères de la Défense de nos pays, il y a des civils qui, quand ils viennent, d'abord, n'ont aucune notion de ce qu'est l'armée, aucune notion de ce qu'est la sécurité ni de la défense. Donc, ces gens qui n'ont aucune notion de la défense et de la sécurité, ils viennent diriger des généraux, des officiers supérieurs militaires auxquels ils donnent des ordres. Vous voyez, le cas du Niger est là. On a un civil qui est un ingénieur des mines, qui ne connaît rien de la sécurité. Comment voulez-vous que ce monsieur, n'est-ce pas, fasse évoluer la sécurité ou la défense? Avant lui, c'était la même chose. M. Katambe était un enseignant de l'université. Comment est-ce que vous allez amener un professeur de l'université qui a passé 50 ans à enseigner des sciences sociales, n'est-ce pas, il va venir diriger une armée d'un État. Un État en guerre, entre guillemets, parce que c'est cela qu'Issouf a déclaré depuis 2015. Le Niger est en guerre, n'est-ce pas? Même s'ils disent que c'est une guerre asymétrique. Donc, vous voyez, depuis une dizaine d'années, nous avons, aux têtes de ces ministères-là, des civils qui ne comprennent rien à ce qu'est l'armée. Et c'est eux qui sont en train de détourner les moyens mis à la disposition des armées. C'est eux qui sont en train de faire que l'armée, elle quitte les zones qu'elle occupait. Mais quand vous quittez une zone que vous occupez, votre ennemi va l'occuper. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Mais si vous faites du vide autour des populations, mais vous les mettez à la merci des djihadistes, et après, quand on vient dans un camp pour dire que le camp est infiltré, mais c'est normal, il n'y a pas que le camp qui est infiltré, et les villages. Il ne faut pas qu'on essaie d'instrumentaliser un camp de réfugiés, il faut regarder les villages aussi. Il y a des villages qui résistent aux djihadistes, il y a des villages qui refusent de payer les taxes à l'État islamique, n'est-ce pas, ou à l'IGS. Mais malgré cela, on les accuse. Mais il y a des villages aussi qui, pour survivre, pour rester sur place, sont obligés de payer ces taxes-là. Donc, c'est l'État qui doit être responsabilisé. Ces opérations conjointes-là, elles vont certes avoir du succès, mais tant que la CEDEAO n'a pas pénalisé le détournement des deniers publics des fonds de défense et de sécurité, l'espace sahélien ne sera jamais sécurisé. Sur la même date, le Niger a annoncé la semaine dernière la fermeture pour des raisons de sécurité d'un site qui abritait quelques 20 000 réfugiés maliens à Intikan, dans la région de Tawa.
théâtre d'attaques djihadistes. Votre lecture par rapport à cette annonce qui quand même montre qu'il y a des problèmes, même au niveau donc, de ces populations-là qui viennent d'autres pays, comme c'est le cas ici, qui viennent donc du Mali, et qui sont relogées à l'intérieur même du Niger. Déjà, il faut se poser la question de savoir à quoi sert un site de réfugiés. C'est un site sur lequel, n'est-ce pas, sont récupérés des gens qui se sentent un peu en insécurité, qui à la recherche d'une certaine quiétude désertent leur pays, leur village, leur ville. Arrivé sur ce site-là, il s'impose, n'est-ce pas, des normes sécuritaires. Et ceux qui ont implanté ce site-là, normalement, la responsabilité, n'est-ce pas, d'apporter le minimum, à savoir déjà sécuriser les lieux. C'est pour ça que les populations sont déplacées. En deuxième, essayer très rapidement d'apporter un certain nombre de besoins, à savoir déjà l'eau, c'est la source de vie. En dehors de l'eau, il faut nécessairement qu'il y ait de la nourriture et qu'il y ait un encadrement intérieur qui s'impose, n'est-ce pas, à tous ceux qui adhèrent à ce camp. Et mieux, il ne suffit pas d'apporter ces fondamentaux dont j'ai parlé. Il faudra que l'État s'impose, c'est-à-dire qu'il y a une certaine administration de ce camp, à savoir qu'il y a certaines choses qui peuvent se faire, il y a d'autres qui ne peuvent pas, et partant, imposer à tous ceux qui viennent un certain nombre de dispositions. Dans le cadre, par exemple, du recensement, quitte à savoir qui est à telle partie et à telle partie logé dans le camp, et que cela puisse apporter la sécurité. Si le gouvernement a pris sur lui, n'est-ce pas, la responsabilité de mettre un terme à l'implantation de ce camp-là ou de le disloquer, je pense qu'il se pose certainement un problème de sécurité ou de trafic. Et si tel est le cas, je pense que les dispositions antérieures parlées peuvent faire l'objet de discussions et d'application. Si le gouvernement n'a pas les moyens de le faire, ben il va falloir trouver avec ces institutions-là qui sont spécialisées dans la maintenance et l'implantation et la maintenance des camps de réfugiés, des dispositions adéquates pour le mieux-être des populations. Voilà, alors à Niamey, il semble que le niveau d'insécurité soit aussi à la hausse. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest y soit par revendiquer l'attaque commise le 12 juin dernier contre le domicile du président de l'Assemblée nationale du Niger. Au cours de cette attaque, un de ses gardes-corps avait été tué. C'est nous, Kaoussen Maga, une réaction par rapport donc, à la revendication officielle de cette attaque-là par le groupe ISWAP? Oui, en fait, moi, je suis un peu surpris par cette revendication, même si elle semble évidente, parce que dans tous les cas, au Niger, il n'y a pas de sécurité. La seule sécurité, comme je l'ai toujours dit et soutenu, c'est la sécurité du chef de l'État, de l'époque Issoufou, et aujourd'hui le nouveau locataire de la présidence, Bazoum Mohamed, qui est là, qui a usurpé, je le maintiens encore, le pouvoir. Et là, il bénéficie de cette sécurité présidentielle qui, en même temps qu'Issoufou, et au même titre, c'est-à-dire il se partage la garde présidentielle. Ce sont les seuls qui ont une sécurité adaptée et capable de les protéger contre des offensives de celles de la sorte. Donc, le président de l'Assemblée nationale, malheureusement, c'est la deuxième fois que son domicile est attaqué. Et malheureusement, d'ailleurs, il y a eu un mensonge sur le chef de file de l'opposition, son excellence Hamamadou. Vous vous rappelez, au lendemain des élections, où le domicile encore du président de l'Assemblée a été attaqué. Donc, ce n'est pas la première fois. La première fois aussi, il y a eu un mort, son garde. Là aussi, il y a eu un mort. Vous voyez? Donc, cela est révélateur. Parce que l'état actuel des choses, c'est qu'on accuse à tort à travers les opposants ou la société civile de telle ou telle chose. Et c'est pour ça qu'Hamamadou, le chef de file de l'opposition, a été accusé à tort d'avoir orchestré cette attaque-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'État islamique revendique la deuxième attaque. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'un opposant peut avoir des armes?
Et d'ailleurs, c'est la conséquence de la mauvaise gestion. C'est pour ça que quand vous dites dans votre thème, qui est vraiment pertinent, que quelle est la responsabilité politique dans la sécurité au Sahel, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que la situation sociale dans ces États-là, notamment au Niger, elle est délétère. Aujourd'hui, on se rend compte, on découvre que la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, condamne l'État du Niger dans un procès qui l'oppose donc à un acteur de la société civile qui a été injustement emprisonné, qui a fait 20 mois de prison. Aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO, elle donne raison à cet acteur de la société civile et elle dit qu'il n'est pas normal, en substance, si je cite les mots de l'avocat en question, il n'est pas normal que l'État du Niger ou d'autres États, n'importe quel État, prennent comme alibi la situation sécuritaire pour condamner à tort à travers. Moi qui vous parle actuellement, M. Johannes, j'ai été emprisonné au Niger juste parce que j'ai fait un post Facebook pour défendre des soldats qui étaient blessés, qui n'ont pas été pris en charge par l'État. Et on m'a accusé, et en 3 jours, j'ai eu plein d'accusations. On m'a accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. On m'a accusé d'atteinte à l'unité de l'armée. Des accusations fallacieuses. Et on dit atteinte à la sécurité de l'État en temps de guerre. Et bien sûr, même le procureur de la République adjoint de l'époque, et qui est actuellement procureur général de la République, là, et ce monsieur même, quand il citait l'accusation, il avait un sourire mesquin. Vous voyez, ça pour dire que c'est fantaisiste. Et c'est cela le problème. Donc, qu'on ait attaqué le domicile du président de l'Assemblée, c'est révélateur que tout le monde peut subir cette attaque-là, parce que le seul qui s'est sécurisé, c'est Issoufou. Il est parti, il a laissé quelqu'un qui est en train de protéger avec les mêmes moyens, et il laisse tous les Nigériens, qu'ils soient dans les capitales, Niamey, ou dans tous les chefs-lieux de région, ou dans tous les villages au Niger, personne n'est en sécurité. C'est donc, Ancien Maïga, c'est des accusations extrêmement graves. On va dire que l'État fait ce qu'il peut pour sécuriser les populations. On parle d'un détachement de sécurité des soldats du califat qui a attaqué la maison du président du Parlement du Niger à Niamey à l'aide d'armes automatiques, tuant un de ses gardes et en blessant un autre. C'est ce qu'affirme l'ISWAP dans un communiqué publié par l'organisme spécialisé de oui, M. Maïga, j'aimerais rapidement prendre l'avis de Souleymane Hamzat par rapport à la revendication de cette attaque-là. C'est quand même une première à Niamey. Oui, une première, comme vous le dites, c'est vraiment une première. Et cela prouve à quel point le système sécuritaire nigérien vient de plus en plus. Je ne comprends pas qu'on puisse quitter tout ce désert, cette mer de sable, pour se retrouver en milieu urbain bien précise. Et mieux, sur quel domicile, sur celui de la deuxième personnalité de l'État. C'est quand même aberrant. Ouais, on se pose des questions sur l'importance de ce que révèle la sécurité pour les citoyens, disons, nos dirigeants qui sont pour la plupart des civils. Ouais. Est-ce qu'ils savent, ils prennent vraiment, est-ce qu'ils se mettent vraiment au parfum de ce que pourrait engendrer un désordre si, par exemple, la capitale nigérienne, par exemple, était attaquée, d'où relancer au niveau des civils, n'est-ce pas, ce que nous avons fait ici à l'époque sous le régime révolutionnaire du général Kérékou Mathieu, la formation patriotique militaire et généralisée. On allait au camp, on se faisait entraîner, ne serait-ce que sur le béaba de la sécurité. Bon, tout ça a été disjoncté et considéré comme étant du passé parce que les principes, disons, démocratiques n'y répondent plus. Il va falloir que nous réitérons ce genre de formation dans nos États et que les citoyens soient bien imprégnés des problèmes de sécurité, quitte à devenir de facto, je ne sais pas, des indices réels de sécurité. Je trouve inadmissible et inacceptable, et ça a été toujours mon cas, que nos dirigeants ne prennent pas jusqu'à là, ils forment des gens, ils ne prennent pas jusqu'à là la hauteur de l'enjeu réel du terrorisme. Quand le terrorisme frappe à vos portes, cher ami, il faut se lever parce qu'après, on n'a plus le temps d'y parler. Et s'il commence déjà par frapper en plein Niamey,
posez-vous la question de savoir quelle est leur capacité de nuisance sur ce que pourraient être les prochaines attaques, si tel est que le domicile de la deuxième personnalité de l'État est frappé. Voilà qui est clair. Alors, Seydou Kassem Maïga, rapidement. Oui, non, ça veut dire, moi, je veux tout simplement dire que ce n'est pas des accusations gratuites que je fais à ce régime-là. C'est des faits qu'on constate. Aujourd'hui, même les militaires eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Les militaires nigériens eux-mêmes, parce que quand on attaque des camps de compagnies militaires ou des détachements des unités militaires, les terroristes ont presque toujours le dessus. Tout ça passe tout simplement, la majeure partie de l'armement et de l'arsenal militaire nigérien est concentrée au niveau de la présidence. C'est ça qui est grave, M. Johannes. Ce n'est pas des accusations, ça c'est des faits. Et le Nigérien le constate. Pourquoi est-ce que depuis 10 ans, nous avons toutes les meilleures armes à la présidence? Le seul moyen aérien de défense est à la présidence. Pourquoi? Est-ce que la présidence, c'est elle qui doit concentrer tous ces moyens? Pourquoi est-ce qu'on ne les amène pas sur le terrain pour les mettre à disposition de ces militaires qui souffrent sur le terrain? Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Parce que les terroristes, quand ils seront en difficulté sur le terrain, là-bas, loin de la capitale, ils vont revenir faire des opérations. Forcément, comme on l'a vu, ils ont fait une irruption au domicile de Seyni Omar, et Dieu merci, il n'y a pas eu... Enfin, malheureusement, il y a eu un mort, mais ils n'ont pas pu atteindre le président de l'Assemblée. Donc, c'est très intéressant en termes de constat, de dire que le problème n'est pas seulement à Niamey, c'est partout. Et dans toutes les régions, vous voyez, Difa, ça fait, on oublie Difa, mais Difa tout le temps aussi à Difa. En pleine ville de Difa, il y a des opérations, il y a même des opérations kamikazes en plein marché. Combien de fois des femmes sont explosées, des hommes aussi. Il y a eu des dizaines de victimes dans les marchés de Difa. Et c'est les chefs de région de l'Est, vous voyez. Donc, ce n'est pas des accusations. C'est très important que le Niger et le Nigérien sachent que la sécurité et la sécurité des militaires, si les militaires n'ont pas les moyens sur le terrain, les conséquences vont être dans les villes nigériennes. Voilà, alors on sait que l'élection présidentielle, c'était le 21 décembre 2020. On sait que Seyni Marou avait appelé à voter pour Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Une présidentielle de décembre 2020 qui continue de susciter des contestations du côté de l'opposition. Maître Lirouana Abdourahmane, avocat de Maman Ousmane, a déposé une requête auprès de la Cour de justice de la CEDEAO contre l'État du Niger. Seydou Kassem Maïga. Oui, effectivement, Maître Lirouana, qui est l'avocat du vainqueur réel des élections, son Excellence Maman Ousmane, n'est-ce pas? Et a été bien sûr dans cette démarche, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Niger, la justice, elle est sourde. Elle n'entend pas l'appel de l'opposition. Et la Cour constitutionnelle, il y a eu des requêtes, des dizaines de requêtes qui ont été déposées, sinon des centaines, pendant les élections, pendant le premier tour, pendant le deuxième tour. Entre les deux tours, ayant constaté que lors du premier tour, il y a eu des braquages des urnes, il y a eu des attaques à main armée contre des délégués de l'opposition, le candidat de l'opposition, Mohamed Ousmane, a demandé aux autorités de sécuriser les scrutins à venir le deuxième tour. Ça n'a pas été fait. Et les mêmes opérations de braquage et d'attaque à main armée ont eu lieu. Comme quoi, ce sont des opérations qui sont menées par des hommes de main du régime actuel, du parti au pouvoir. Vous voyez? Et toutes ces choses ont été constatées par le procédure. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, mais aucune de ces plaintes n'a été suivie des faits. La Cour constitutionnelle n'a pris en compte rien de tout cela. C'est une violation des dispositions constitutionnelles. Et bien sûr, Maître Lirouana, voyant que la justice nigérienne est infirmière par rapport à cela, donc est parti à la CEDEAO. Et le Niger a 30 jours, maintenant ça fait déjà 5 jours, à 30 jours pour réagir à cette accusation et donner donc leur version des faits. Mais on connaît la réalité, c'est qu'effectivement, l'actuel locataire de la présidence, Bazoum, c'est qu'il est illégitime. D'ailleurs, tous ses agissements, toutes les opérations de charme qu'il fait, quand il convoque, parce qu'il y a une convocation, la société civile nigérienne pour leur promettre de l'aider. Regardez quelqu'un qui demande à la société civile de l'aider pour combattre la corruption. Pendant
qu'il disait cela, il y avait des gens, il y avait quelqu'un qui s'appelle Ibou Karadje, n'est-ce pas, qui était le comptable de la présidence de la République pendant le régime d'Issoufou. Et ce monsieur, il a dévoilé 2 ministres actuels du gouvernement actuel de Bazoum et le premier ministre actuel du Mohamed Bazoum, n'est-ce pas, qui sont touchés par cette affaire de corruption et de décaissement frauduleux au Trésor national. Mais rien n'est fait. Vous voyez, donc, c'est des paroles en l'air. Nous sommes vraiment dans un pays, une république bananière. Le Niger était en train de perdre toutes ses valeurs morales, toutes ses valeurs républicaines face à un régime vraiment qui n'a aucune considération pour la morale et pour l'éthique politique. Ce sont des accusations extrêmement graves. Selon Hamzat, j'aimerais votre lecture par rapport à cette requête devant la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette juridiction-là aujourd'hui pour parler encore de cette élection-là, alors même qu'il y a eu investiture et que l'État, on va le dire, avance? Je pense que, en tout cas, ceux qui semblent avoir gagné les élections et qui se plaignent, n'est-ce pas, devaient chercher d'autres recours que de se présenter devant la CEDEAO. Hein. Je pense que c'est une peine perdue d'avance. C'est une peine perdue d'avance. La CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples, mais elle est une CEDEAO qui s'est tristement et célèbrement identifiée comme une institution qui ne marche que pour les dirigeants. Ça, le cas a été vu, les exemples sont légion dans la sous-région. Donc, pour moi, une requête auprès de la CEDEAO, c'est une vue de l'esprit. Selon vous, il ne faut rien en attendre. Seydou Kaoussène Maïga, je reviens à vous. Pourquoi ne pas aujourd'hui, on va le dire ainsi, toutes les institutions qui sont au Niger, chargées de vider les contentieux électoraux, ont décidé ou désigné Mohamed Bazoum président du Niger. Pourquoi ne pas travailler à avancer, quitte à ce que votre plateforme revendicative soit prise en compte par l'exécutif actuel? Pourquoi ne pas travailler à avancer? Y a-t-il pas une responsabilité politique? Je vais vous poser la question. N'a-t-il pas une responsabilité qui pourrait être votre si la sécurité ne s'en sort pas dans cette affaire-là? Oui, mais monsieur Johannes, on est bien d'accord. On cherche cela, on cherche cette collaboration de la justice. Mais il n'y a pas de justice au Niger. Quand vous voyez que l'actuel, parce que nous on n'appelle pas président, on l'appelle résident de la République. Quand vous voyez que M. Bazoum n'a même pas le droit d'être candidat, on revient à ça parce que le problème il est fondamental. Et qu'on a posé des actes juridiques, on a déposé des plaintes au niveau de la justice. Jusqu'à son chef-lieu, là où il dit avoir interné. On a démontré, M. Tachoukou a démontré que M. Bazoum détient un acte frauduleux d'état civil. Malgré cela, la justice n'a pas statué. Pire, la Cour constitutionnelle a validé sa candidature. OK. Maintenant, on fait des élections. M. Bazoum est battu. Dans des milliers de bureaux de vote, des milliers, j'ai dit, parce que le Niger a compté plus de 27 000 bureaux de vote pendant les élections passées. Plus de 6 000 bureaux de vote avec des preuves, des PV, vraiment des preuves. Et d'ailleurs, les vidéos sont là, les photos sont là, là où on voit des individus traîner, trimballer des urnes. Avec des armes, ont été braquées ces urnes-là. Donc, comment voulez-vous que l'opposition pense qu'il y a la justice? Et dans une démocratie, dans une république, quand la justice elle a failli, il n'y a plus de république. La justice, c'est un pilier fondamental de tous les États démocratiques. Quand il n'y a pas de justice, la justice, c'est le dernier rempart pour un État de droit. Aujourd'hui, personne n'a de justice. Regardez ce qui se passe. On embastille rapidement les acteurs de la société civile, de l'opposition, dès qu'il s'agit d'un soupçon. Je dis bien un soupçon, de quoi que ce soit. Un post Facebook, un audio WhatsApp, ou quoi que ce soit. On les amène directement dans une prison de haute sécurité. C'est le cas de notre représentant au niveau du Niger, M. Anas Jibril, qui est le coordinateur national de notre cadre d'action du Niger Debout, qui est actuellement dans une prison de haute sécurité, comme un terroriste. Ça veut dire qu'il est là-bas comme un terroriste. Je ne veux pas oublier aussi M. Ali Terra, qui était un Nigérien qui résidait aux États-Unis, qui était contre le régime d'Issoufou, et qui est actuellement, depuis plus de 2 ou 3 ans, dans cette prison qui est dédiée au grand banditisme et au terrorisme. Et pendant ce temps,
M. Boukaradje, qui était l'ancien comptable de la présidente de la République du Niger, pendant Issoufou, le régime d'Issoufou, ce monsieur dévoile que le Premier ministre actuel et 2 de ses ministres sont impactés par le détournement dont il a fait l'objet et qu'il est actuellement détenu par la justice nigérienne. Mais comment voulez-vous que ces personnes ne soient pas mises en examen? Il n'y a pas de justice, M. Joannès. Donc, si le Niger doit aller vers l'avant, il faut qu'il y ait de la justice. Il ne faut pas qu'il y ait double justice, une justice à double vitesse. Une pour les privilégiés du parti au pouvoir et une pour la société civile et les opposants. L'État, la République, l'État de droit veut que la justice soit la même pour tous les Nigériens. Nous sommes normalement, selon la loi constitutionnelle, égaux devant la loi, mais ce n'est pas le cas. Donc, cela va impacter forcément l'état de la sécurité. Et d'ailleurs, si les partis au pouvoir font des détournements contre le Fonds de la défense et de la sécurité et qu'il n'y a pas de suivi, comment voulez-vous qu'il y ait la sécurité? Donc, forcément, la situation délétère actuelle va impacter négativement sur la sécurité et la défense du Niger. Souleymane Hamzat, j'aimerais votre lecture par rapport, on va le dire, à ces récriminations d'ordre politique qui forcément ont un impact, sinon une influence directe sur les questions sécuritaires. Comment faire aujourd'hui pour que ces messieurs-là, je voudrais, pourquoi pas voir l'actuel président Bazoum Mohamed discuter avec l'opposition et les amener à une table pour qu'on puisse enfin sortir le Niger par le haut? Oui, je constate que depuis un certain nombre d'années, depuis 5, 6, 7 ans, que le concept idéologique, à savoir la démocratie, dans laquelle les États africains sont en train de faire une certaine expérience, en train d'être enterré. Et cela se voit, comme il a dit mon co-débatteur, par l'application des décisions de justice. Si nous nous donnons des lois, par exemple, que nous n'appliquons pas, et elles sont appliquées pour les uns et pas pour les autres, vous considérez qu'il y a défaillance au niveau de la justice. Et quand il y a défaillance au niveau de la justice, il est forcé de constater que l'appareil politique en soit indexé. Et par conséquent, on se pose des questions sur la manière dont la démocratie elle est appliquée en Afrique. Mais cela révèle aussi des insuffisances que nous avions eu à ne pas rester dans notre authenticité ancestrale. Moi, je pense que la démocratie telle qu'elle nous a été importée après le discours de la Baule, elle ne vaut que dalle. Au contraire, elle nous divise. Elle nous fait, n'est-ce pas, elle nous fait un champ de bataille tous les 5 ans, si tel est que la Constitution prévoit la réélection du président tous les 5 ans. Un champ de bataille sur lequel, bon, tous les coups sont permis, on est prêt à assassiner, on est prêt à mettre en prison, on est prêt à créer des lois en tout genre pour éliminer l'opposition. Et quand vous regardez toute la sous-région ouest-africaine, pour me maintenir qu'à celle-là, du Sénégal jusqu'au Nigeria, mais toutes les lois qui sont créées de nos jours ne sont que des lois liées au terrorisme. Même quand bien même, ces États-là, il y en a certains qui n'ont même pas le terrorisme à leur porte. Alors on crée des lois scélérates, n'est-ce pas, qui sont votées à la va-vite par des députés qui se disent élus du peuple, mais qui ont été en réalité nommés. Et cela pose toutes les difficultés que nous voyons là. Donc, il est à croire. Si tel est que la démocratie nous enseigne que c'est la loi de la majorité, il va falloir que les Africains, en tout cas pour ceux qui sont des panafricanistes comme moi, décident de se réveiller et de se mettre dans le jeu politique, quitte à avoir le grand nombre aussi pour renverser la vapeur. Je pense que c'est la seule manière qui vaille, n'est-ce pas, aujourd'hui, pour changer la donne. La dernière, pour chuter, il faudra que nous nous posions aussi sur la question sur l'idéologie qui sera propre à l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas continuer à faire comme les autres. Au temps de nos parents, la justice, elle était équitable. Nous avions une justice qui n'emprisonnait pas, par exemple. Il n'y avait pas de prison en Afrique. On avait une police, quoique traditionnelle, mais qui faisait le job. N'est-ce pas, la cité, il n'y avait pas de vols, de braquages que nous connaissons en ce genre. Donc,
Tout ce qu'on a été importé de l'autre côté, il n'y a qu'à regarder les écrans de télévision. Tous les films qui sont projetés sont des films de violence. Hein, pour la plupart, ce sont des films de violence ou d'autres comme des novellas, des conneries de ces gens-là qui sont mis à la disposition de nos femmes et qui font changer leur mental. Elles ont perdu toute notion de culture traditionnelle. Et c'est le truc va pour l'eau. On se pose la question de où va l'Afrique et aussi de la manière dont il va falloir désormais régenter et diriger désormais nos États. Faute de le faire, je pense que l'Afrique elle est en train de se perdre, n'est-ce pas? Elle va un peu en pleine perdition et il va falloir que ceux qui ont encore le brin de lumière qui puissent permettre aux autres de se réveiller, que ceux-là n'arrêtent pas. Même s'il faut, au prix même de la prison, il faut le faire, il faut le dire. Mais dans un état de sérénité, de calme et de paix. À vous entendre, à vous suivre, on voit qu'il y a, on va dire, beaucoup de griefs qui vous opposent avec le régime en place au Niger. Est-ce réellement qu'il n'y a pas possibilité de s'entendre? Selon vous, pourquoi est-ce que n'êtes-vous pas condamné, rien qu'à voir les résultats des dernières élections, n'êtes-vous pas condamné à collaborer avec le régime en place au Niger? Oui, monsieur Johannes, collaborer, vous savez, quand on dit collaborer quelque part, il faut d'abord reconnaître la légitimité de l'autorité. Aujourd'hui, l'opposition ne reconnaît pas la légitimité de Bazoum Mohamed. Donc déjà, il y a un problème. Alors pourquoi ne pas aller vers lui? Parce que tout simplement, il n'y a aucun effort qui est fait pour qu'au moins on reconnaisse à l'opposition sa victoire. Bon, c'est vrai qu'il est difficile, je reconnais que quelqu'un qui réclame une victoire ne va pas la donner à son adversaire. Soit. Mais il faut qu'il y ait au moins un semblant de justice. Au Niger, il n'y a pas de semblant de justice. Il faut qu'il y ait un semblant d'équité. Il n'y en a pas. Il y a toujours deux poids, deux mesures. Vous voyez, il y a deux citoyens au Niger. Un citoyen qui a droit à être violent, à être voleur, à être acteur de détournement en toute impunité. Un autre qui n'a pas droit à la parole et qui a droit qu'à la prison. Vous voyez, c'est ça le problème. Tout à l'heure, mon co-débatteur, M. Hamzat, parlait du sommet de la Bolle. Il y a une dizaine de jours, le 20 juin 2021, le cadre d'action Debout Niger, dont je suis membre, a organisé un débat sur Internet sur le sommet de la Bolle et les conséquences de la démocratie qui a été imposée à l'Afrique. Parce que ça fait 31 ans que Mitterrand a tenu ce discours et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'à l'époque déjà, Mitterrand avait mis au devant l'intérêt de la France. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a un recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné en Afrique, il y avait une certaine démocratie. Et même au Niger. Maintenant, on se rend compte que, finalement, si à l'époque la France mettait en premier lieu les droits des peuples d'avoir la liberté, d'avoir la représentativité, d'avoir droit à des élections libres et transparentes, d'avoir droit à la liberté d'expression, aujourd'hui, la France et l'Occident se mettent du côté des dirigeants, des chefs d'État. Ils mettent en place des organisations comme la CEDEAO, à travers laquelle ils dirigent par procuration. Aujourd'hui, cette victoire qui est réclamée par Bazoum et le PNDS au Niger, la CEDEAO la valide forcément parce que la CEDEAO, c'est un groupe d'amis et d'intérêts. Donc c'est cela, monsieur Johannes, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les peuples d'Afrique n'ont plus droit au chapitre. On n'a plus droit à la justice. On n'a plus droit à la liberté d'expression. On est en train d'instrumentaliser le terrorisme pour empêcher aux citoyens africains et nigériens en particulier d'avoir ce droit qui est constitutionnel, de parler librement, n'est-ce pas, d'avoir une opinion, de se rassembler. Depuis plus d'1 an et demi au Niger, on n'a pas le droit de faire des manifestations. Comment voulez-vous que dans ces conditions, qu'il y ait un dialogue, même si Bazoum Mohamed fait des opérations de charme, il vient, il reçoit tout celui qui veut, il donne des enveloppes, bien sûr, vraiment à qui le veut, tout simplement pour qu'on le reconnaisse comme un chef d'État. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand il y a 20 enfants qui meurent calcinés dans un incendie d'une école en Payotte, c'est qu'au lieu de mettre 14 milliards pour faire un hôtel pour les députés nigériens de l'Assemblée nationale, qu'on mette cet argent
pour construire des classes en matière définitive. Au lieu de mettre 30 millions de dollars pour acheter un aéronef, n'est-ce pas, c'est de les mettre à la disposition de l'armée pour l'équiper et qu'elle ait une formation adéquate. C'est de déployer les officiers sur le terrain et non pas les mettre dans des bureaux climatisés. Il y a plein de problèmes. La société, elle est vraiment dans une situation explosive, M. Johannes. C'est pour ça qu'on ne peut pas rassembler les Nigériens quand on voit que certains ont droit à la justice et d'autres n'ont aucun droit. Quand les civils meurent de faim et quand ils meurent sous les balles de l'ennemi terroriste, pendant que certains sont en train de se trimballer avec des armes neuves dans la capitale. Et si je parle de la capitale présidentielle et de certains leaders du parti au pouvoir. Donc, avant tout, le dialogue, c'est d'abord la justice. Quand il y a la justice, il est sûr que tout le monde va se retrouver autour d'une table. Voilà qui est clair. Souleymane Hamzat, votre mot de fin? Mais écoutez, comme je l'ai toujours dit, moi, je suis toujours dans le sens de la paix, n'est-ce pas? Les Nigériens ont mieux à faire de s'asseoir, de discuter, de trouver le point de s'entendre sur le point de divergence déjà et aller vers les points de convergence afin d'asseoir un État-nation. Et surtout que les moyens qui sont mis à la disposition de nos dirigeants servent réellement, si tel est que les moyens sont mis à disposition pour l'achat du matériel dans la lutte contre le terrorisme, que ces moyens-là servent effectivement à cela, au lieu de se retrouver dans des paradis fiscaux. Donc la paix au Niger, la paix au Burkina, la paix dans toute la région, sur l'Afrique et sur le monde. Voilà, on vous aura compris, vous appelez donc les dirigeants politiques à s'asseoir autour d'un même idéal. C'est un idéal que nous partageons avec vous. Vous êtes Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, il y avait Sédou Kausen Maïga. Vous êtes coordonnateur mondial adjoint du cadre d'action Debout, Niger Debout. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir participé donc à cette émission. À bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.